Tiens, C'est bon. ah, parfait. Tiens, c'est sur le cloud hein, que tu as enregistré. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Super. Bon, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Pas mal de gens sont en vacances aujourd'hui, mais c'est pas grave. On enregistre cette discussion. Donc, deuxième partie en anatomie sur l'appareil digestif. J'estimerai qu'à la fin de la séance, c'est un cours qui devra être travaillé et retravaillé pour être remaîtrisé, mais on n'y reviendra plus. Et on continuera sur le reste. Donc, je vous présente Naïm, qui est maintenant en troisième année de médecine, qui a, à son époque, réussi brillamment et qui s'occupe euh, surtout du coaching avec les étudiants durant toute l'année et évidemment qui fait des cours magistraux magnifiques. Donc, voilà, je vous laisse avec lui. Je vous enverrai juste tout à l'heure le deuxième cours de chimie organique à faire. Donc, c'est un cours déjà enregistré. Donc, il faudra juste le travailler ça aussi, ça sera maîtrisé. Voilà, tout. Bonne séance. Je vous embrasse tous et je vous enverrai le détail des QCM supplémentaires à la fin de la séance. Bon courage. Super, merci à toi, Dan. Bon, du coup, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit cours en ce début de vacances, comme l'a dit Dan. Deuxième partie de l'anatomie de l'appareil digestif. Normalement, vous avez déjà fait la première partie avec Tristan. Donc là, on va attaquer la deuxième partie. La deuxième partie, elle va aller de la fin de l'estomac. Normalement, vous avez fini à l'estomac. De la fin de l'estomac jusqu'à l'anus. Donc, on va tout revoir. On va également avoir une petite partie à la fin sur les glandes. Donc, on va voir le foie en particulier et le pancréas. Et ensuite, voilà, on aura fini l'appareil digestif. Donc, si c'est bon pour tout le monde, si tout va bien, on peut lancer. Hop. Donc, l'intestin grêle. Première partie après l'estomac. L'intestin grêle, c'est une portion qui est longue et étroite, qui va s'étendre jusqu'au gros intestin. Dans l'intestin grêle, on a trois parties, qui sont le duodénum, le jejunum et l'iléum. Le rôle de l'intestin grêle, il y en a deux. Ça va être d'une part la digestion et également l'absorption. Les deux peuvent se confondre, mais il faut bien les distinguer. La digestion, ça va consister à venir simplifier les nutriments qu'on aura ingérés. Donc, en gros, par exemple, transformer les protéines en peptides et en acides aminés. Et l'absorption, ça va être le rôle des cellules intestinales, des cellules euh, de l'intestin, qui sont ici, on peut le voir là. On peut voir les villosités intestinales. Et on peut même distinguer les microvillosités, qui sont des toutes petites vaguelettes, qui représentent en fait les cellules intestinales. Et leur rôle à ces villosités et microvillosités, c'est de permettre justement de remplir ce rôle qui est l'absorption des aliments. Donc, comme on peut le voir, on voit les villosités sur toute la surface de l'intestin grêle. Et leur rôle, c'est notamment d'augmenter la surface de contact. La surface de contact avec le le chyle intestinal. À la fin de la digestion de l'estomac, on se retrouve avec le chyme gastrique. Et ensuite, l'intestin, lui, à l'aide des sucs pancréatiques et de la bile, va venir transformer le chyme en chyle. Et comme je disais, le rôle des villosités intestinales, c'est d'augmenter la surface de contact avec ce chyle pour faciliter l'absorption des aliments. Là, on a un petit schéma de la vascularisation au niveau des villosités. Donc là, ici, on a une villosité avec ce qui est autour des nutriments. Une fois que les nutriments arrivent au contact de la villosité, les cellules ont une chance de venir les attraper, de venir les accrocher à l'aide de leur microvillosité, ce qui permet ensuite de faire passer les nutriments dans la circulation pour ensuite aller dans l'organisme. Donc, comme je disais, les trois parties, duodénum, jejunum, iléum. Le duodénum est fixe, information très importante à retenir, ça tombe très souvent au concours. Duodénum fixe, jejunum et iléum ou iléon qui sont mobiles. Donc, comme je disais, à savoir par cœur, ça tombe très souvent. Au niveau de la structure, on a quatre couches. La première, c'est la muqueuse. On voit bien ici en violet foncé. La muqueuse représente en soi les cellules. La sous-muqueuse qui est juste en dessous, qui est très fine. Ensuite, on a la musculeuse. La musculeuse qui est composée de deux couches, une couche circulaire profonde et une couche longitudinale superficielle. Longitudinale, en gros, c'est dans la longueur de l'intestin, la fibre. Alors que circulaire, elle va venir former des anneaux, entre guillemets.
Et la dernière couche, c'est la séreuse, qui est le péritoine. Normalement, vous avez vu le péritoine avec Tristan euh, au dernier cours, mais si besoin, si vous avez encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et même si vous avez une question à n'importe quel moment, n'hésitez pas à me la poser. Je ferai un maximum pour y répondre. Donc voilà pour l'intestin grêle, les informations un peu générales. On passe à la suite. On commence directement par explorer la première partie de l'intestin grêle qui est le duodénum. Donc, comme je disais, le duodénum, c'est une partie qui est fixe, qui va s'étendre du pylore, qui est le sphincter qu'on voit à ce niveau, le sphincter à la fin de l'estomac, qui vient se resserrer quand on est dans la phase digestive qui est dans l'estomac. Le pylore qui est ici avec l'intrapylorique, le pylore, et ensuite on a le duodénum. Le duodénum qui va aller de L1, de la première vertèbre lombaire, jusqu'à L2, à l'angle duodéno-jéjunal. Donc là, on voit bien sur ce schéma, on voit ici les dernières côtes, la 11e et la 12e côte. Ensuite, on passe directement aux côtes lombaires, pardon, aux vertèbres lombaires. Donc L1, L2, L3, L4, L5. Donc là, on peut voir que D1, le premier duodénum, il commence au niveau de L1, de la première vertèbre lombaire. Ensuite, il vient faire ce trois quarts de cercle et il vient s'arrêter au niveau de L2. Information importante à retenir aussi. À droite et au-dessus de l'estomac, en avant de la colonne vertébrale lombaire et également en avant du pancréas. Le pancréas se situe derrière le duodénum. Il est également en avant des gros vaisseaux qui sont l'aorte et la veine cave qui sont derrière le pancréas carrément. Donc comme on peut le voir ici, il forme un cadre ouvert en haut à gauche qui entoure les trois quarts de la tête du pancréas. Là ici on voit bien la tête du pancréas qui est complètement encerclée par le duodénum, qui est carrément scindé avec lui en fait. On le verra un peu plus tard. Le duodénum, il a en gros quatre parties distinctes qui sont tout simplement numérotées par rapport à leur ordre. Donc D1, D2, D3, D4. Donc D1, première partie supérieure, qui fait suite au pylore, qui est légèrement ascendante. On voit bien sur ce schéma et sur ce schéma aussi, légèrement ascendante, et qui est également le siège des ulcères duodénaux. Donc les ulcères qui sont des érosions de la muqueuse, ils vont venir, euh, ils vont venir faire saigner la, le tissu intestinal. Chaynès, t'entends pas? Est-ce que tu m'entends là ou pas? Je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Mhm. Ok, ok, bon. Écoute, Chaynès, dis-moi si c'est bon, toi et... Ok. Euh, Bon, on continue. Donc je disais D1, qui est le siège des ulcères. Donc les ulcères, c'est ça va être des érosions de la muqueuse qui est abîmée, va venir être abîmée, et qui va venir saigner. Ensuite, on a D2. D2 qui est la partie descendante du duodénum, qui va de L1 jusqu'à L3, environ L3, L4. Ça va être l'abouchement des conduits biliaires et pancréatiques. Donc ça, c'est une information qui est importante. On le verra un peu plus tard quand on verra les glandes, mais vous avez différents canaux, les canaux biliaires et les canaux pancréatiques. Ils vont venir s'aboucher au niveau de D2. L'abouchement au niveau de D2. D3 qui est horizontal, qui va venir croiser la colonne vertébrale au niveau de L4 en projection de L4, puisqu'il n'est pas directement en contact avec la colonne vertébrale, donc au niveau de L4. Et ensuite, D4, qui est ascendant et qui va venir s'arrêter au niveau de l'angle de Treitz. L'angle de Treitz qui est en gros l'angle duodéno-jéjunal. Ok, nickel. Qui s'arrête au niveau de L2. Comme je disais, L1 commence le duodénum, il va jusqu'à L4, ok, et ensuite il remonte jusqu'à L2. Donc voilà pour le duodénum. S'il n'y a pas de questions, on continue. Le jéjunum et l'iléum. Donc cette fois, c'est la partie qui est mobile
de l'intestin grêle. C'est très long. Ça fait 6 à 7 mètres. Bon, ça dépend évidemment de la taille et du sexe, mais en général, c'est très très grand. Ça va de 5 à 7 8 mètres. Donc, c'est une partie qui est mobile de l'intestin grêle qui va s'étendre de l'angle duodéno-jéjunal au sacum qu'on voit ici, en fosse iliaque droite. Donc, ça va de là à là. Ça occupe l'étage inframésocolique de la cavité péritonéale. Donc ça, est-ce que c'est clair pour vous, tout ce qui est supra et infra? Tristan a dû l'aborder la dernière fois, mais c'est très important aussi, ça compte très souvent. Le prof aime bien faire la confusion entre ce qui est supra-mésocolique et infra-mésocolique. Donc, travaillez bien cette notion, gardez en tête tous les organes qui sont au-dessus du mésocôlon et en dessous du mésocôlon. Le duodénum, on l'a pas évoqué tout simplement parce que lui, il est entre les deux. Le mésocôlon, en fait, le point 2 comme le pancréas. Point 2, en fait, il vient au niveau, en fait, il a une partie au niveau de l'étage supramésocolique, une partie à l'étage inframésocolique. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas évoqué pour le duodénum. Donc, inframésocolique de la cavité péritonéale. Donc, les premières uns supérieures, donc celles-là, elles sont horizontales. On dit qu'elles sont horizontales et les autres sont verticales, les dernières. L'intestin grêle, tout comme le côlon transverse, est recouvert par la séreuse, qui est le péritoine. Et ensuite, ce péritoine, une fois qu'il a recouvert toute l'anse, il va venir tout simplement se coller à lui-même. La face inférieure du péritoine va venir se coller avec la face supérieure, et c'est ce qui va former le mésentère. Le mésentère qui vient, une fois qu'il a encerclé toutes les viscères, il va venir former une espèce de feuille, entre guillemets. Une double feuille avec les vaisseaux et les nerfs qui le traversent. Il va contenir les vaisseaux et les nerfs, pour permettre d'aller alimenter et innerver toutes les sens. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est la racine du mésentère. La racine qu'on revoit ici, qui est représentée dans ce schéma, c'est la racine. Voilà. Donc, au niveau du schéma, ensuite, les informations qui sont importantes, on a en 14 le mésocôlon transverse, pardon. Mésocôlon transverse, ensuite, on a les différentes parties du côlon, avec le sacum, le côlon ascendant, le côlon transverse, ici le côlon descendant. Vous avez la colonne vertébrale, le duodénum, etc. Donc, les schémas au concours, jusqu'à il y a 2 ans, les schémas tombaient, une dizaine de schémas tombaient au concours. Maintenant, depuis 2 3 ans, les schémas ne... il n'y a que 3 schémas qui tombent par an, 2 3 schémas. Moi, je vous conseille d'apprendre les schémas, c'est important puisque ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension des différents rapports anatomiques, comment les organes se placent les uns par rapport aux autres. Et également aussi, ça peut potentiellement être l'un des schémas qui tombe au concours, l'un des 3 schémas qui tombent au concours. Donc, apprenez bien les schémas. Donc, voilà pour l'intestin grêle. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on enchaîne Moi, j'ai une sur... question, s'il vous plaît. Ouais, je t'écoute. Euh, ouais, s'il vous plaît. C'est quoi les villosités intestinales? Ouais, donc les villosités intestinales, c'est c'est ce que tu vois ici. C'est les espèces d'invagination, enfin d'évagination de la muqueuse. Tu vois les colonnes? Ah, ok. Et pourquoi on dit que c'est en doigt de gant dans le cours? On dit que c'est en doigt de gant tout simplement par rapport à la forme en fait. Ça, t'as vu, c'est les termes un peu farfelus qu'aiment bien utiliser les profs pour se démarquer. Mais Ah, ça veut juste décrire la forme en fait que ça a. C'est tout, mais c'est c'est ça. pas important. Ah, merci Voilà. beaucoup. Et vous pouvez me tutoyer aussi, je suis pas si avec ça. Du coup, intestin grêle, c'est fini. On attaque le gros intestin. Donc, le gros intestin, qui est la portion terminale du tube digestif, qui va s'étendre de la fin de l'iléum qui est ici, jusqu'au rectum et à l'anus. Le gros intestin, il va venir encadrer toutes les anses intestinales, comme on le voit sur ce schéma. C'est une espèce de cadre. Et il va contenir tous les résidus alimentaires qui n'auront pas été absorbés par le grêle, qui sont considérés comme des déchets. Et il va également, dans sa première partie, dans sa partie initiale, donc notamment le sacum et le côlon ascendant, réabsorber l'eau et le sel, puisque du coup, le corps va sécréter énormément de liquides, que ce soit les sucs pancréatiques, les sucs digestifs,
la bile également. Donc ça va faire perdre beaucoup d'eau au corps. Et donc, il est nécessaire pour la survie d'en absorber le plus possible. Donc, pour vous donner une idée, il me semble que le corps, pour une digestion classique, votre corps, de la salive jusqu'au suc pancréatique, va venir sécréter 7 litres d'eau. 7 litres d'eau. Et il va en absorber, il me semble, 6 ou 6,5. Vous avez que 500 millilitres de perte. Ce qui montre que le système est très efficace. Donc, réabsorption d'eau et de sel. Les résidus sont ensuite dégradés par des bactéries, donc au niveau du microbiote du gros intestin. Vous avez la plus grosse concentration de bactéries à l'intérieur et qui est ensuite convertie en matière fécale propulsée vers l'anus. Au niveau des segments, donc là, sur ce schéma, on voit bien les différents segments. Premier segment, on a le sacum, avec ici, pour ceux qui sont fait opérer, dédicace à vous, l'appendicite, le sacum, l'appendicite, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde et enfin le rectum, les différentes parties du gros intestin. Sur le plan vasculaire, information très importante aussi, tout ce qui est à droite, donc sacum, côlon ascendant et les 2 tiers du côlon transverse, donc tout ce qui est là, ça va se faire, ça va être vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Donc toute cette partie-là, 2 tiers du côlon transverse, côlon ascendant et sacum, c'est artère mésentérique supérieure. Artère mésentérique supérieure. Retenez bien, 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 puisque ça tombe très, très souvent et c'est une information qui est très importante. Le prof insiste énormément dessus. Artère mésentérique supérieure, ensuite côlon gauche, donc un tiers le tiers restant du côlon transverse, tout simplement. Ensuite, le côlon descendant, le côlon iliopelvien. D'accord? Dans le schéma, il y a une erreur. Côlon sigmoïde, c'est pas vraiment le côlon sigmoïde. Le côlon sigmoïde, il se situe plutôt là, à ce niveau, là, ici. Là, ici, c'est le côlon iliaque. On appelle le côlon ilio-pelvien. C'est en fait, c'est le côlon iliaque et le côlon sigmoïde. Donc, côlon iliaque, côlon sigmoïde qui forment le côlon iliopelvien. Cette partie en violette. Donc, je reprends le tiers gauche du côlon transverse, le côlon descendant, le côlon iliopelvien et le rectum, eux, sont vascularisés par l'artère mésentérique inférieure. Donc, retenez bien ça. Retenez bien ça et travaillez-le bien. N'hésitez pas à faire des schémas en séparant les 2 parties. Vous mettez du rouge, vous mettez de la couleur, histoire de comprendre que, voilà, c'est pas la même. C'est pas la même vascularisation. Au niveau de la morphologie maintenant, on a une surface externe qui est irrégulière. Là, on le voit bien à cette radio. On voit bien ici aussi au niveau de la radio. Donc, pour voir le gros intestin, on a dû mettre un liquide de contraste, puisque sinon, ça ne se voit pas spontanément. Là, on voit bien la surface externe du gros intestin, avec notamment les bosselures ou ostrations. Donc, en fait, en gros, c'est les espèces de petits renflements du gros intestin. Les bosselures, ostrations. Et entre les bosselures, on a ce qu'on appelle les plis semi-lunaires. Donc, voilà. Ostration, plis semi-lunaire. On a également des bandelettes longitudinales, ce qu'on voit ici, à ce niveau. Sur ce schéma, on en voit une ici aussi. On en a plusieurs. Tac, en général, on en a une. Dans la première partie du gros intestin, vous en avez une en face antérieure et 2 autres en face dorsale, en face postérieure. Et ensuite, à la fin du gros intestin, à partir, il me semble, du côlon transverse, vous en avez plus que 2, une en antérieur et une en postérieur. Donc les bandelettes longitudinales, larges de 1 cm, et vont venir également s'implanter les appendices épiploïques. C'est ce que vous voyez ici, c'est des petites formations graisseuses. Je ne saurais pas vous dire c'est quoi leur fonction, il ne me semble pas que ça apparaît dans le cours, mais vous avez des petites formations graisseuses tout au long de la bandelette longitudinale. Au niveau de la longueur, ça dépend, entre 1,50 m et 1,80 m, c'est quand même très très long. Le sacum, au niveau du diamètre, cette fois, c'est le diamètre le plus large, 8 cm. 8 cm le sacum. Ensuite, plus on monte, plus c'est censé réduire de diamètre.
jusqu'à la fin, on arrive à 3-4 cm pour le côlon iliopelvien, pour cette partie. Ensuite, on a le rectum qui lui fait 6 cm de diamètre. Au niveau des excès de côlon, des excès de longueur, pardon, c'est ce qu'on appelle un dolichocolon, et des excès de diamètre, c'est mégacolon. Voilà, ça c'est pour votre culture générale. Il me semble pas que le prof n'a jamais fait tomber ça, et je sais même pas si c'est énoncé dans le cours, mais au moins, voilà, vous savez ça. Euh, Information très importante aussi, le prof fait la confusion entre l'intestin grêle et le gros intestin. Il n'y a pas de muqueuse, enfin, la muqueuse pardon, du gros intestin ne présente plus de villosité. Donc les villosités, c'est ce qu'on voyait, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'intestin grêle. À ce niveau, c'est ça les villosités. Le gros intestin n'en a pas. La muqueuse est lisse à l'intérieur. La muqueuse, c'est ce qui est à l'intérieur de l'organe. La muqueuse est lisse, pas de villosité. D'accord? Voilà. Comme je l'ai dit, retenez bien, le piège classique du prof, c'est le gros intestin présente des villosités dans sa muqueuse. La muqueuse du gros intestin présente des villosités. C'est faux, pas de villosité dans le gros intestin. Voilà. Maintenant, un peu plus en détail, les parties du gros intestin. Donc on suit le trajet du bol alimentaire, on commence dans le sacum. Le sacum, c'est la portion initiale du gros intestin qui se situe dans la fosse iliaque droite. La fosse iliaque droite qui est à ce niveau. Donc normalement, vous avez fait les différents cadrans avec Tristan aussi. La fosse iliaque droite qui est ici. Trois bandelettes, comme je vous disais, les trois bandelettes longitudinales. Il y en a une à l'avant et deux à l'arrière, avec également l'appendice vermiforme qui est ici. Voilà. L'appendice qui est ici, qui est le sacum qui est un segment mobile. Là aussi, on va retrouver cette notion, comme pour l'intestin grêle. Le prof l'a fait tomber. Le prof aime bien cette notion de mobilité et de fixité. Donc retenez que le sacum, ce petit truc-là, c'est mobile. Dans le sacum, on a deux orifices. On a le premier orifice qui est l'orifice qui fait suite à l'iléum, donc l'orifice ilio-saïcal, et vous avez également l'orifice de l'appendice, l'appendice qui est ici. Voilà. Vous avez également une valvule au niveau de l'iléum qui est importante, la valvule ilio-saïcale ou la valvule de Bohin. C'est important puisque dans les... Là, ça, un petit aparté, ça apparaît pas dans votre cours, mais c'est pour rendre le cours un peu plus vivant. Dans les cas où vous avez le côlon qui se bouche, en gros, le côlon qui va se boucher à cause de matière ou à cause d'une tumeur, vous allez avoir un reflux des matières. Les matières vont s'accumuler. Et selon la présence ou l'absence de cette valvule, ça va déterminer en partie le pronostic de la pathologie. Imaginons que vous avez une valvule. La valvule, en fait, va empêcher les matières de remonter vers l'intestin grêle. Elle va rester bloquée à l'intérieur du gros intestin. Le problème étant que l'obstacle empêche les matières de passer. La valvule, elle, elle empêche les matières d'aller que dans un sens. Les matières vont continuer à rentrer dans dans le gros intestin. Le problème, c'est que le gros intestin n'est certes une certaine élasticité, mais à sa limite. Donc c'est pour ça que ça représente une extrême urgence. Dans les cas d'un bouchage du gros intestin, il faut aller voir si la valvule est continente ou incontinente. Si elle est incontinente et qu'elle laisse passer les matières, ça nous fait gagner du temps pour agir. Si par contre la valvule est continente, elle ne laisse pas passer les matières, il faut vite, il faut agir très très vite, sinon on va avoir le gros intestin qui va céder tout simplement, à cause de la pression à l'intérieur. Donc voilà pour la première partie, le sacum. Ensuite, suite au sacum, vous avez le côlon ascendant, en rose, qui va de la fosse iliaque droite, lui aussi qui commence dans la fosse iliaque droite, et qui va jusqu'à la région sous-hépatique. Région sous-hépatique, donc ça doit être dans l'hypocondre droit, pardon, l'hypocondre droit, et il vient former l'angle colique droit, et ici, angle colique droit. Voilà. Et donc le côlon ascendant, lui, est fixe. C'est une partie qui est fixe, alors que le sacum est mobile. Ensuite, côlon transverse. Donc le côlon transverse, lui, va aller de l'hypocondre
droit jusqu'à l'hypocondre gauche pour venir former l'angle colique gauche ici. L'angle colique gauche qui est bien plus haut, plus aigu et plus fixe que l'angle colique droit. Au niveau de la courbe, elle est concave en haut, concave vers le haut. Et c'est un segment qui est mobile. On peut le bouger. Donc les angles sont fixes, mais on peut venir le bouger de manière enfin, à 180, quoi. Soit le faire monter, soit le faire descendre. Donc il est rattaché au plan postérieur par le mésocolon transverse. Donc là, le mésocolon n'est pas représenté, mais il faut bien vous imaginer que vous avez ici le péritoine par-dessus. Et ensuite, le péritoine qui est derrière le gros intestin va venir, je sais pas si j'ai un un petit crayon peut-être. Voilà, le péritoine qui va venir former après le mésocolon transverse. Alors, en gros, c'est ça. Vous imaginez que ça, tout ça, c'est du mésocolon transverse. Là, ici, il y a du mésocolon transverse. Voilà. Hop, et qui va venir justement rattacher au plan postérieur le gros intestin. Et c'est également, bon, ça c'est une information qui n'est pas très importante. L'artère mésentérique supérieure et inférieure vont venir se rejoindre au niveau du mésocolon transverse, former l'arcade de Riolan. Ensuite, après le colon transverse, on a le colon descendant qui va lui aller de l'hypocondre gauche jusqu'à la crête iliaque gauche. Donc la crête iliaque, c'est par rapport à l'os iliaque, donc la face supérieure de l'os iliaque, la partie supérieure de l'os iliaque. Il va venir au contact de la paroi lombaire, donc au niveau des vertèbres lombaires. Les vertèbres lombaires, elles sont un peu éloignées, mais il vient au niveau de la paroi. Et il est recouvert par les anses intestinales. C'est un segment qui est fixe. Donc là, si on reprend, mobile, fixe. Ensuite, on a le côlon ilio-pelvien. Là, maintenant, on comprend pourquoi je vous ai dit que tout à l'heure, il y avait une erreur. Ici, ce qui est représenté, c'est la crête iliaque gauche. Donc là, ici, c'est la zone de l'os iliaque. Ici, c'est la zone de l'os iliaque. Donc c'est pour ça que cette partie du gros intestin, on l'appelle l'intestin, la partie iliaque. Et ensuite, vous avez la partie sigmoïde. Donc le côlon ilio-pelvien, vous avez une partie une partie iliaque, pardon, qui est fixe et une partie sigmoïdienne qui est mobile cette fois. Donc à l'intérieur du côlon ilio-pelvien, vous avez la partie iliaque et la partie sigmoïdienne. La partie iliaque est fixe et la partie sigmoïdienne est mobile. Voilà. Donc à bien retenir, le schéma est bien pour savoir ce qui est mobile et ce qui est fixe. Retenez bien ça, c'est important. Est-ce que c'est bon ou pas pour le gros intestin? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on continue. Ok. Le rectum maintenant. Donc le rectum, ça va être le segment terminal du gros intestin. Il va faire suite au côlon sigmoïde à hauteur de S3, de la troisième pièce sacrée. Ok, donc hauteur de S3, le, le rectum commence. Et il va se terminer par l'anus. Il est situé dans le petit bassin, au devant du sacrum et du coccyx. Donc ici, on voit le sacrum. Ici, tout en bas, là, juste là, ce petit truc là, c'est le coccyx. Et il traverse le périnée. Il traverse le périnée. Le périnée, vous avez en fait à l'intérieur de la cavité pelvienne une limite, qui est une cloison musculaire, qui est le diaphragme pelvien, qui va venir séparer en deux la cavité pelvienne, avec au-dessus la cavité pelvienne, qui va venir séparer en deux le pelvis, pardon, avec au-dessus la cavité pelvienne et en dessous le périnée. Il décrit une courbe concave en avant, comme on peut le voir ici, et après en bas il va devenir oblique, oblique et en arrière pour former l'angle anorectal qui est là. Donc le rectum a deux parties. Vous avez une première partie qui est l'ampoule rectale, c'est la plus grosse partie, la partie majeure, ici. Et ensuite vous avez le canal anal. Donc au niveau des noms, rectum pelvien, parce que c'est dans la cavité pelvienne. Et ensuite le canal anal qui est lui dans le périnée, qui est le rectum périnéal. Au niveau des dimensions, longueur 15 cm pour le rectum, pour tout le rectum,
et dont 3 centimètres pour le canal anal. Ensuite, au niveau de la largeur, c'est 6 centimètres, on l'a vu tout à l'heure. 6 centimètres pour la largeur du rectum, pour sa plus grande largeur. Au niveau de l'ampoule rectale, on retrouve des plis muqueux semi-lunaires, qui sont des plis transverses, qui correspondent à des valvules rectales. Ensuite, au niveau des différents reliefs du canal anal. Donc ça, c'est une notion qui est importante, c'est déjà tombé au concours. Vous avez un petit schéma ici pour permettre de vous expliquer ça. Au niveau du canal anal, on retrouve 6 à 8 colonnes hautes de 1 centimètre. C'est ce qu'on voit ici, ces colonnes-là. En gros, elles font 1 centimètre de hauteur. Il y en a 8. La ligne anorectale correspond à l'extrémité supérieure des colonnes anales. C'est ce qu'on voit en pointillé ici. En 5, c'est la ligne anorectale. Ensuite, vous avez la ligne pectinée qui correspond aux valvules en fait, qui sont en bas, à la base des colonnes. Là, ce que vous voyez ici, c'est les valvules anales qui correspondent à la ligne pectinée. Et après, plus en dessous, vous avez la partie, euh, euh, la partie qui fait joint en fait avec la peau et la partie qui m'échappe. La partie anneau, euh, euh, la partie anneau, ah non, bon, j'ai plus l'information. Mais en gros, c'est le 8. C'est la ligne, ah, j'ai pas envie de le lâcher. C'est anneau cutané. Ouais, exactement, merci. Anneau cutané. Ensuite, on a la muqueuse du rectum pelvien, information qui, je ne me semble pas peut-être qu'elle apparaît dans le cours, mais le prof n'insiste pas vraiment dessus. C'est, on vous dit que l'épithélium est prismatique. Donc ça, c'est une notion du deuxième semestre. Vous verrez pendant le deuxième semestre, tout ce qui est épithélium de la muqueuse. Mais en gros, l'épithélium prismatique, ce que ça veut dire, c'est que les cellules de la muqueuse du rectum, les cellules qui forment la muqueuse, elles sont prismatiques. Prismatique, en gros, c'est, vous voyez le Toblerone, bah, en gros, c'est ça. C'est des cellules qui ont cette forme d'un Toblerone. Voilà, la ligne anocutanée, vous avez un épithélium pavimenteux stratifié. Donc, c'est l'épithélium qui correspond à celui de la peau. C'est le même que celui de la peau. Pavimenteux stratifié. Pavimenteux stratifié, c'est tout simplement que les cellules sont aplaties et en plus, elles sont les unes sur les autres. Vous avez plusieurs couches. Alors que pour l'épithélium prismatique, vous avez qu'une seule couche de cellules. Une seule couche de cellules de la forme d'un Toblerone, qui sont toutes collées. Donc voilà, des informations qui sont, en particulier les deux dernières, qui ne sont pas forcément très intéressantes comparées aux autres. Les trois premières, c'est des informations qui sont importantes à retenir. Bien avoir en tête les différents enchaînements du canal anal. Donc, si on reprend en ligne anorectale, ensuite, vous avez les colonnes, ensuite, vous avez les valvules qui représentent également la ligne pectinée, et après, vous avez la zone anocutanée, avec la ligne anocutanée. Voilà. On continue avec des informations un peu plus générales sur la cavité pelvienne avec le rectum. En rapport avec le péritoine ne va recouvrir que la partie intérieure et supérieure du rectum. Information qui est importante aussi, qui tombe souvent, ce schéma, à l'époque, quand il y avait, vous avez 20 questions le jour du concours en anatomie, et vous en avez une dizaine, il y a 2 3 ans, qui tombaient sur des schémas. 10 questions sur des schémas. Comme je vous l'ai dit, maintenant, on n'a plus que 2 3 schémas par an, mais ce schéma tombait très, 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 très souvent à l'époque. Une année sur deux, pratiquement, ce schéma tombait. Donc, c'est un schéma que le prof aime beaucoup, puisqu'il représente bien la cavité pelvienne avec le périnée. Donc là, le prof parle du cul-de-sac de Douglas. Le cul-de-sac de Douglas, c'est ce qu'on voit ici. En pointillé, ce que vous voyez, c'est le péritoine. En gros, faut vous imaginer qu'il est posé sur le rectum, qu'il est posé sur les organes. Ici, c'est le schéma qui représente le pelvis de la femme, et ici, c'est le pelvis de l'homme. On le reconnaît puisqu'on voit le vagin et l'utérus. Alors que là, on voit les organes génitaux externes de l'homme. Vous avez le péritoine qui est ici, qui vient s'apposer sur tous ces organes. D'accord? Et en fait, le cul-de-sac de Douglas, ça représente ce petit espace ici. C'est le point le plus déclive dans la cavité péritonéale. Voilà, c'est une phrase que le prof faisait très souvent tomber. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que si jamais vous avez du sang ou une infection, tous les liquides issus de ça vont venir s'accumuler ici.
vont venir s'accumuler au niveau du cul-de-sac de Douglas, en position debout. En position debout, c'est le point le plus d'équilibre de la cavité péritonéale. Donc chez l'homme, il va se situer en arrière des vésicules séminales et de la prostate. Donc les vésicules séminales, elles sont là. C'est le tout petit truc que vous voyez ici. Là, ici, c'est la prostate. Ça, c'est la vessie. Donc chez l'homme, vous avez vessie, puis juste en dessous, vésicule séminale et prostate. Ensuite, organes génitaux externes. Et le cul-de-sac de Douglas, lui, va se situer là, à ce niveau. Chez la femme, donc là, ce qu'on va avoir entre, c'est évidemment le rectum en arrière, le rectum qui est ici, et le fornix du vagin. C'est la partie du vagin qui est à ce niveau. Il vient, il vient s'accrocher un peu plus haut au niveau de l'utérus. Vous avez une partie de l'utérus qui est à l'intérieur du vagin, qui forme le col de l'utérus, et ensuite le corps. Le fornix du vagin, c'est à ce niveau, et c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver le cul-de-sac de Douglas chez la femme, qui est, comme je l'ai dit, une information importante à retenir. Donc, comme je vous disais, en cas d'épanchement intrapéritonéal, donc par exemple un hémopéritoine, le sang va venir s'accumuler à l'intérieur. Vous allez avoir les gouttes de sang qui vont venir s'accumuler ici. Donc, déjà, c'est très, très, très douloureux puisque le sang est extrêmement corrosif pour la cavité pour les organes. Très corrosif, les organes détestent ça. Et en plus, malheureusement, si jamais on suspecte un épanchement du péritoine, intrapéritonéal, on va devoir venir faire un toucher rectal pour venir toucher cette zone. Toucher cette zone, et si la personne, ça va être extrêmement douloureux pour la personne si c'est effectivement un épanchement intrapéritonéal. Toucher rectal chez l'homme, pardon, toucher vaginal chez la femme, qui permet de le diagnostiquer. Voilà. Au niveau de l'appareil sphinctérien, pour la continence anale, donc ce qu'on voit ici, c'est les muscles sphinctériens. Vous avez différentes couches. Vous avez les sphincters internes, les sphincters externes striés qui entourent le canal anal. Donc, c'est les sphincters qui ont une commande moteur volontaire, ceux qu'on peut contrôler, entre guillemets. Et ensuite, vous avez également les faisceaux du muscle élévateur de l'anus. Donc, comme je vous le disais, vous avez le diaphragme pelvien. Ça, c'est une notion, encore une fois, du deuxième semestre. Mais bon, si c'est évoqué dans le cours, mieux que je vous l'explique, comme ça, au moins, c'est clair. Vous avez le diaphragme pelvien qui vient, en fait, traverser tout le pelvis. Tout le pelvis, et il vient, comme je vous ai dit, couper en deux le pelvis. Le pelvis est coupé en deux. Vous avez au-dessus la cavité pelvienne et en dessous le périnée. Et donc, dans ce diaphragme pelvien, comme je l'ai dit, c'est une structure musculeuse. C'est en fait un muscle, c'est une cloison musculaire. Et vous avez des fibres qui vont venir s'entrelacer au niveau du canal anal, qui vont venir former une sangle. Et cette sangle, elle va participer à la continence anale. Donc voilà, faisceau du muscle élévateur de l'anus. Voilà pour ces deux schémas. Ici, pour la femme, vous avez l'utérus, comme je l'ai dit, le vagin. Ça, ce que vous voyez ici, c'est la symphyse pubienne. C'est en gros la partie antérieure des os coxaux qui vient se rejoindre. Et la vessie qui est ici, qui est à ce niveau. Voilà. Voilà. Avant de passer sur les glandes, est-ce que c'est bon pour le tube digestif? Là, on a fini le tube digestif. Si c'est bon, on va enchaîner sur les glandes. Il nous reste à faire le foie et le pancréas. Et ensuite, ensuite, on aura fini. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme je vous ai dit. Si j'ai pas été clair quelque part, on peut y retourner quand vous voulez. Donc pour le foie, c'est la glande la plus volumineuse de l'organisme. C'est la plus grosse glande, elle est de couleur rouge-brun, et c'est une glande qui est indispensable à la vie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pratiquent un sport de combat dans ce petit cours, mais pour ceux qui ont déjà pris un coup au foie, vous savez très bien de quoi je parle. C'est extrêmement douloureux. C'est une glande qui est énormément énervée, il y a beaucoup de nerfs, tout simplement parce que elle est primordiale pour la vie. Donc le corps a besoin de savoir constamment dans quel état est la glande. C'est pourquoi ça fait très très mal de se prendre un coup au foie. Au niveau de la fonction du foie, ça va être de sécréter, entre autres, l'une des fonctions, c'est pas l'unique fonction, ça va être de sécréter la bile, de produire la bile et de la sécréter. Et c'est un organe, le prof utilise le terme projection thoraco-abdominale.
projection thoraco-abdominale, c'est un peu un mot piège. C'est un mot qui peut vous porter à confusion, tout simplement parce que le foie est évidemment sous le diaphragme. Donc, si le foie est sous le diaphragme, ça veut nécessairement dire que le foie est un organe abdominal. C'est un organe de la cavité abdominale, vu qu'il est sous le diaphragme. Mais, ouais, le foie, c'est une glande. Le foie, c'est une glande. C'est considéré comme une glande. C'est une glande digestive. Les glandes digestives, en vrai, t'en as deux principales, qui sont le foie et le pancréas. Et après, dans le cours sur les glandes, le prof a quand même mis la rate, mais la rate n'est pas vraiment une glande digestive. Mais le foie, c'est une glande. Tout simplement parce que l'une de ses fonctions, c'est une fonction isocrine. Donc, c'est une fonction qui est très, très importante, mais c'est pas la seule. Donc, vous avez, comme je disais, le terme utilisé par le prof qui est projection thoraco-abdominale. Donc, abdominale, effectivement, c'est vrai, l'organe est dans la cavité abdominale, sous le diaphragme. Mais ce qui porte à confusion, c'est ce terme thoraco. Thoraco, ce que le prof a voulu dire, tout simplement, il a fusionné en fait les deux perspectives possibles de localisation. En gros, le foie est à l'intérieur de la cage thoracique. Il est protégé par les côtes, puisque comme je vous ai dit, c'est un organe qui est primordial pour la vie. Donc, il est protégé par les différentes côtes, par les dernières côtes. C'est pour ça que le prof nous dit qu'il a une projection thoraco-abdominale. En soi, le terme qu'il aurait dû, je suis personne pour dire ce aurait dû dire le prof, mais pour éclaircir cette notion, c'est de dire que c'est un organe à projection thoracique, puisqu'il se projette au niveau du thorax, au niveau de la cage thoracique, mais que c'est un organe abdominal, la cavité abdominale. Donc voilà, vous ne mélangez pas. Moi, ça m'avait porté un peu à confusion. Je me rappelle quand je faisais ma première année, j'étais en première année, j'avais pas bien compris ça, et ça m'a mis un peu de temps pour comprendre ce qu'il voulait dire par là. Dans les tâches supramésocoliques, ça c'est une information qui est importante. On a en gros le côlon transverse qui est à peu près à ce niveau, et lui le foie est au-dessus. Et les tâches supramésocoliques. Il occupe la totalité de l'hypocondre droit, et il va même au niveau de l'épigastre et même au niveau un peu de l'hypocondre gauche. Donc ça prend énormément de place le foie. C'est très très gros. Là, ici, vous avez les différents cadrans que normalement vous avez déjà vu avec Tristan, mais hypocondre droit, région épigastrique, l'hypocondre gauche. Ensuite, région lombaire droite, région ombilicale, région lombaire gauche, région iliaque droite, fosse iliaque droite, hypogastre et fosse iliaque gauche. Région lombaire, ça peut être aussi dit flanc, flanc droit et flanc gauche. Donc maintenant, au niveau de l'anatomie un peu plus détaillée du foie, le foie, il a deux faces. On considère qu'il a deux faces. La première face, c'est la face diaphragmatique, qui en fait représente tout ce qui n'est pas la face viscérale. La face viscérale qui, elle, est plate, complètement plate, et la face diaphragmatique qui est arrondie. Donc elle est convexe au contact du diaphragme, donc convexe vers le haut, et le foie est relié au diaphragme par le ligament falciforme, ce que vous voyez ici. Ligament falciforme qui permet également de délimiter les différents lobes, le lobe gauche et le lobe droit. La partie postérieure du foie est concave. Donc là, ici, on le voit bien. Là, ce que vous voyez ici, c'est la partie postérieure du foie. Et on voit bien qu'elle est concave, concave vers l'arrière. Et elle n'est pas recouverte par le péritoine, ce qu'on appelle l'area nuda. L'area nuda qui n'est pas recouverte par le péritoine. Mais le foie est tout de même un organe de la cavité péritonéale, parce qu'il est recouvert presque entièrement du péritoine. Donc pour la phase diaphragmatique, vous avez deux sillons verticaux. On ne voit pas vraiment sur ce schéma, puisque c'est un schéma de face, la face intérieure. On le voit plus sur ce schéma. Vous avez un premier sillon qui est large pour la veine cave inférieure, ce que vous voyez en 10. Là, ici, c'est la veine cave inférieure, passant en arrière du foie. Et un sillon étroit qui représente la fissure du ligament veineux, qui est à ce niveau. Ensuite, vous avez la phase viscérale. Donc, pour comprendre ce schéma, c'est un schéma qui est important, parce qu'il tombait quand même au concours, pas aussi souvent que l'autre que je vous ai montré, mais il tombait quand même de temps en temps. La phase viscérale, vous prenez un foie et en fait, vous allez le mettre au-dessus de votre tête. Imaginez que vous prenez un foie, vous le mettez au-dessus de votre tête et vous regardez sa face inférieure.
Voilà. En gros, c'est ça. De ce côté, vous avez la partie antérieure, ici, et ici la partie postérieure. Vous imaginez qu'ici, vous avez la colonne vertébrale, juste là. Et ensuite, là, ici, vous avez les abdos, entre guillemets. Donc, pour la phase viscérale, elle est concave au contact des viscères. Donc, concave vers le bas. Concave vers le bas. Vous avez trois sillons qui sont importants. Donc, le droit large, qui représente la fosse de la vésicule biliaire, qui est à ce niveau, qui est en dessous de la vésicule biliaire. Là, on ne voit pas puisqu'elle est représentée, mais le droit large. Ensuite, le gauche étroit, qui est fissure du ligament rond. Ah oui, sur ce schéma, je ne vous ai pas dit, mais là, vous avez le ligament falciforme. Et ensuite, ce qui se détache du foie, là, c'est le ligament rond. Donc là, ici, ce qu'on retrouve, c'est la fissure du ligament rond, ce qu'on voit ici, là, ce sillon. Et ensuite, le sillon transverse, qui est l'endroit où se trouve le île du foie. L'entrée de tous les vaisseaux, l'entrée et sortie de tous les vaisseaux importants du foie. Donc le île, qui est à ce niveau. En avant du île, vous avez une forme qui est délimitée par les différents sillons, qui est le lobe carré. Et en arrière du île, vous avez le lobe codé. Lobe codé, qui est ça, qui représente cette zone. En avant, lobe carré, et en arrière, lobe codé. Ce que vous voyez ici, c'est des empreintes au niveau du lobe droit. Donc, au niveau du lobe droit, si on arrive à s'imaginer où est-ce qu'on est au niveau du corps, donc on sait qu'en dessous, on a les anses digestives, on a également le gros intestin. Donc ça pourrait être... Est-ce que vous avez une idée ou pas? Ce que ça pourrait être? On va essayer de vous faire participer, je ne vous ai pas trop fait participer. Si on veut se rappeler, on se rappelle de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que le gros intestin allait jusqu'à l'hypocondre droit. Le gros intestin, le côlon ascendant allait jusqu'à l'hypocondre droit pour former l'angle colique droit. Et en fait, c'est l'empreinte qu'on retrouve ici, c'est l'angle colique droit. Et ici, ce qu'on retrouve, qui est plus en arrière encore, c'est tout simplement la trace du rein droit. Le rein droit qui est collé au foie. Vous avez ici la vésicule biliaire qui est à droite, et au contact du rein, la surrénale droite, du côlon et du duodénum. Et à gauche, vous avez le ligament rond qui est au contact de l'estomac. Donc voilà pour la face viscérale du foie, pour les différentes phases, phase diaphragmatique et phase viscérale. Ce schéma, il est important à connaître aussi, ça vous permet d'avoir une bonne idée de l'anatomie de la face inférieure du foie. Mais c'est un schéma qui a peu de chances de tomber. Au niveau de la vascularisation, donc le foie, c'est une glande qui est extrêmement vascularisée, très 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 vascularisée, puisque autre, autre que son rôle de, de sécrétion exocrine, elle a également le rôle de filtration des nutriments qui arrivent, avec notamment le tronc-porte. Le tronc-porte qui vient amener tout le sang veineux des anses digestives, des anses grêles. Donc le tronc-porte, le foie reçoit une double vascularisation. Vous avez l'artère hépatique propre, l'artère hépatique propre qu'on voit ici, la veine porte, qu'on voit ici, et ces vaisseaux vont se diviser ensemble à l'intérieur du foie, qui vont nous permettre de créer, c'est ce qu'on a créé artificiellement, c'est pour nous aider, pour que les médecins ils puissent communiquer plus facilement entre médecins et également pour avoir une meilleure idée des différentes zones du foie. On a créé cette segmentation, cette segmentation du foie, avec notamment en se basant sur sa vascularisation. Donc c'est important pour l'imagerie. On dira par exemple que vous avez un kyste dans le segment 8 du foie, ou alors qu'il faut opérer le segment 3 puisque vous avez une tumeur. C'est comme ça que les médecins communiquent quand ils s'intéressent au foie. Donc les vaisseaux vont se diviser au niveau du foie en deux péticules, droit et gauche, par rapport au lobe. Et ensuite, ils vont encore se diviser à l'intérieur des différents segments. Là, ici, ce schéma aussi, c'est un schéma qui est dans le cours. Schéma du cours. Schéma qui peut paraître compliqué, beaucoup de beaucoup de légendes. Mais en gros, si on doit faire le plus important au niveau de la vascularisation, ici, vous avez l'artère hépatique commune.
Ensuite, vous avez l'artère hépatique propre, là en rayé. L'artère hépatique propre qui est en avant de la veine porte. Je situe en avant de la veine porte. Ensuite, vous avez la division de l'artère hépatique propre en artère hépatique gauche et artère hépatique droite. Et ensuite, elle rentre par le île du foie à l'intérieur du parenchyme, à l'intérieur du tissu hépatique. Comme je vous ai dit, ce que vous voyez derrière, c'est les veines. Donc là, ici, vous avez la veine hépatique gauche. Ici, vous avez la veine hépatique droite. Ici, vous avez le tronc porte. On le voit ici. Le tronc porte qui est formé de deux veines en amont. Entre elles, on voit la veine mésentérique supérieure. Et ici, en 8, ce qu'on voit, c'est le tronc splénomésarique. Donc le tronc splénomésarique est la veine mésentérique supérieure. Quand ils vont se croiser, ils vont former le tronc porte. Et le tronc splénomésarique, lui, est formé par d'abord la veine splénique, la veine de la rate, la veine qui vient de la rate, la veine splénique, et la veine mésentérique inférieure. Donc si je récapitule, tronc porte, c'est important. Ça peut être une notion qui tombe, ça tombe pas très souvent, mais c'est important à savoir. Vous avez la veine splénique qui va former avec la veine mésentérique inférieure le tronc splénomésarique. Ensuite, ce tronc splénomésarique, une fois qu'il va croiser la veine mésentérique supérieure, va former le tronc porte. Et ensuite, le tronc porte va se diviser en veines hépatiques. Et ils vont se diviser à l'intérieur du parenchyme. Vous avez cette division qui se passe avec les veines, tout simplement pour permettre aux cellules hépatiques de filtrer les différentes toxines qui auront été absorbées par, euh, par la digestion, enfin lors de la digestion et de l'absorption des aliments par l'intestin grêle. C'est obligatoire. Notamment aussi, vous avez les médicaments qui vont être métabolisés par le foie. Vous avez énormément de médicaments, quand vous les ingérez, c'est pas la molécule qui est présente dans le médicament que vous ingérez n'est pas la molécule qui va avoir l'effet qu'on attend. Il y a certains médicaments qui ont besoin de d'abord passer par le foie, d'abord passer par les cellules hépatiques qui vont venir apporter des modifications moléculaires à ces médicaments pour ensuite repartir dans la circulation générale et à ce moment-là avoir leur effet. Donc c'est le métabolisme hépatique qui a une influence sur certains médicaments. Voilà, ce que vous ingérez, en gros, c'est pas le médicament, c'est ce qu'on appelle le pro-médicament, la prodrogue. Mais ça tombe pas dans le cours, c'est juste pour information. Là, ici, vous avez la vésicule biliaire. Si c'est intéressant qu'on en parle, on profite, ce schéma permet d'évoquer le sujet. Ici, vous avez la vésicule biliaire avec le canal cystique. Le canal cystique, la vésicule biliaire. Ce que vous voyez ici, je ne l'ai pas évoqué, donc qui est carrément en avant de la veine porte et de l'artère hépatique propre, c'est le canal hépatique commun. Donc le canal hépatique commun, ça permet d'excréter la bile vers le duodénum. Donc pour vous faire le chemin, d'abord ça part du canal hépatique droit, canal hépatique gauche, qui vient ensuite former le canal hépatique commun, qui est à ce niveau. Ensuite, avec la rencontre du canal cystique issu de la vésicule biliaire, vous allez avoir le canal cholédoque, en 17, canal cholédoque, tac, 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 tac. Et ensuite, ce canal cholédoque va rencontrer le canal pancréatique principal. Et ils vont former ici l'ampoule de Vater. L'ampoule de Vater. Et tout ça, ça va venir se déverser au niveau du duodénum, au niveau de D2, comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau d'une papille duodénum, au niveau de D2. Donc voilà, ça, on va le revoir juste après avec un autre schéma. Mais c'est les voies biliaires principales et accessoires. Bah, c'est juste là. Donc les voies biliaires. La bile est sécrétée par le foie et rejoint le duodénum par les voies biliaires. Donc au niveau intrahépatique, représenté par ce schéma, vous avez la confluence des canalicules interlobulaires, donc les différents segments du foie vont venir produire différents canaux, entre guillemets, différents canaux hépatiques. Et au fur et à mesure, ça va augmenter de taille pour aboutir à la constitution du conduit hépatique droit, je vous disais, et du conduit hépatique gauche. Ça, c'est au niveau de l'intérieur du foie. À l'intérieur du foie, on a ça, ce qui se passe. Et ensuite, ça quitte le foie. Chez certaines personnes, pas tous, évidemment, ça, c'est des schémas qui représentent ce qui se passe de manière générale, mais on a tous des variations, des variantes.
En général, le canal hépatique commun ne commence pas à l'intérieur du foie, il commence à l'extérieur. Donc on peut voir un extra-hépatique, le canal hépatique droit et le canal hépatique gauche. Donc ça, il quitte le parenchyme hépatique. Le parenchyme, c'est le tissu hépatique au niveau du île. Ensuite, au niveau extra-hépatique, vous avez deux types de voies, la voie biliaire principale et la voie biliaire accessoire. Pour la voie biliaire principale, en gros, elle fait 3 à 6 millimètres. Et elle mesure environ 10 à 12 centimètres. C'est la réunion des conduits hépatiques, donc conduit hépatique commun, comme je vous montrais ici, le conduit hépatique commun qui est à ce niveau, et lui-même se réunit avec le canal cystique pour former le canal cholédoque. Donc, le canal cystique, le canal de la vésicule biliaire, canal cystique, pour former ici le canal cholédoque. Voilà. Le canal cholédoque, lui, va se terminer avec le conduit pancréatique principal, le canal pancréatique principal, au niveau de D2, pardon, et il va former l'ampoule de Vater. Donc, comme je vous montre ici, le canal pancréatique principal, le canal pancréatique de Wirsung, qui est là, et ensuite l'ampoule de Vater. Donc ça, c'est pour la voie biliaire principale. Pour la voie biliaire accessoire, en gros, c'est la vésicule biliaire et le conduit cystique. C'est juste ça, la voie biliaire accessoire. Vésicule biliaire et conduit cystique. C'est ce qu'on appelle la voie accessoire. Ah, donc ça, c'est un autre schéma un peu plus détaillé. Schéma intéressant pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, entre guillemets. Là, ici, vous avez la vésicule. Là, ce qu'on voit, c'est tout simplement euh, une lithiase hépatique. En gros, vous avez un caillot, entre guillemets, qui va se former, un caillot de bile qui va se former à l'intérieur de la vésicule biliaire. Et ce que ça peut causer, c'est tout simplement le bouchage des voies biliaires, donc soit accessoires, soit principales. Ce que ça fait, c'est que ça cause des douleurs extrêmes, des douleurs très très intenses au niveau de l'hypocondre droit. Et, euh, et voilà, faut aller opérer pour venir sortir ça et calmer la douleur. Donc là, ici, on voit bien la voie biliaire principale avec le canal pancréatique principal. Tac, il vient se rejoindre au niveau de D2. Juste avant qu'il se rejoigne, il forme l'ampoule de Vater. Dans certains cas, chez certaines personnes, les, euh, les deux ne se rejoignent pas. Mais chez la plupart des gens, on va avoir l'ampoule de Vater qui va être formée. Et voilà. Donc là, on voit bien aussi que le duodénum est bien collé au niveau du pancréas, chose qu'on va revoir là. Maintenant, en attaquant le pancréas. Donc par rapport à ta question, Yael, euh, les noms, les noms sont plus censés tomber. Normalement, tu n'as pas besoin d'apprendre les noms. Actuellement, dans le domaine médical, il y a une espèce de réforme qui est en train de se faire. En gros, l'objectif, c'est de virer les noms propres de toutes les nomenclatures ayant des noms propres. L'objectif, ça va être d'enlever les noms propres. Donc petit à petit, ils sont en train de commencer à nous dire, ils vont continuer à vous dire aussi, à vous aussi, que les noms propres, c'est à moins retenir. Mais donc voilà, c'est pas, il n'y a pas besoin d'apprendre les noms propres. T'inquiète. Bon, du coup, au niveau du pancréas, le pancréas, c'est une glande exocrine et endocrine. Donc au niveau de la définition d'exocrine, endocrine. Exocrine, c'est tout simplement qu'on va sécréter des molécules, donc ça peut être des protéines, ça peut être des sucres, ça peut être des lipides, mais on va sécréter une molécule et cette molécule va être sécrétée à l'aide d'un canal. Donc ça, c'est la définition d'exocrine. La sécrétion endocrine, elle, elle se fait directement dans le sang. C'est une sécrétion d'hormones. Généralement, c'est les hormones, il me semble, à ma connaissance, c'est que les hormones qui ont une sécrétion endocrine. C'est comme ça qu'on va venir sécréter les hormones, que le pancréas va sécréter les hormones. Il n'y a pas de canal pour la sécrétion endocrine. Donc, au niveau des hormones du pancréas, on a évidemment l'insuline. Tout le monde connaît l'insuline, mais on a également le glucagon et la somatostatine. Donc, ces hormones, elles ne passent pas par un canal. Elles vont passer directement dans la circulation sanguine. À la différence de la sécrétion exocrine qui, elle, va passer par un canal, donc notamment pour les sucs pancréatiques. Donc, les sucs pancréatiques sont faits des enzymes protéolytiques. En gros, l'objectif des sucs pancréatiques, ça va être de venir scinder les protéines qu'on aura ingérées. L'estomac ne
L'estomac et la salive ne le font pas, donc c'est au pancréas de le faire. Le pancréas va venir scinder les protéines qu'on a mangées en peptides et en acides aminés. Il est en relation étroite avec le duodénum, donc notamment la tête du pancréas, ce qu'on voit ici, la tête du pancréas, le pancréas qui est séparé en trois parties, tête, corps et queue. Tête du pancréas qui est littéralement qui est extrêmement intime avec le duodénum, qui est très 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 proche du duodénum, qui est collé au duodénum de par des ligaments, des vaisseaux et également la voie biliaire principale. Donc petit aparté qui n'est pas dans le cours aussi, c'est pour ça que les cancers du pancréas, de la tête du pancréas notamment, sont les cancers avec le plus mauvais pronostic. C'est les pires cancers. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est déjà que au niveau de l'imagerie, c'est très très dur de voir le pancréas. Donc c'est dur de repérer actuellement avec les techniques contemporaines, c'est dur de repérer le cancer du pancréas. Et en plus, si jamais on arrive à le voir, on arrive quand même à le détecter avant que ça soit trop tard. C'est très 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 difficile d'opérer la tête du pancréas, tout simplement parce qu'elle est collée au duodénum. En plus, il y a énormément de vaisseaux qui passent par cette zone. Donc c'est une chirurgie qui est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que ça fait que, il me semble que le taux de mortalité du cancer du pancréas, c'est 80% ou 90%, enfin de la tête du pancréas en tout cas, c'est énorme. Donc petit aparté qui n'était pas dans votre cours, juste pour votre culture médicale. Donc ouais, le pancréas se place en arrière de l'estomac, il est complet, il est tout derrière le pancréas. Il est tout derrière, il est presque collé à la colonne vertébrale. Il est au contact de l'aorte et de la veine cave qui, elles, sont au contact de la colonne vertébrale, des vertèbres. Donc tête volumineuse, encadrée par le duodénum, traversée par les conduits cholédoques et pancréatiques. Le conduit cholédoque qui est là en vert et pancréatique en jaune. Le corps, qui est ici, c'est à ce niveau, qui est séparé de la tête par l'isthme en avant par les vaisseaux mésentériques. Les vaisseaux mésentériques sont en gros à ce niveau. Mésentérique supérieur qui passe par là, par ce petit espace-là. Et donc on considère qu'à partir de là, on n'est plus dans le corps, on n'est plus dans la tête, pardon, mais on est dans le corps. Corps du pancréas. Et ensuite, la séparation entre le corps et la queue, ça se fait tout simplement par les vaisseaux spléniques, qui forment une petite échancrure ici qu'on ne voit pas trop sur le schéma. Mais voilà. Donc là, cette petite partie, c'est la queue du pancréas. La queue du pancréas qui est proche de la rate, très très proche de la rate. Il y a carrément un ligament qui les unit, pardon, qu'on appelle ici épicloune pancréatico-splénique. Ligament pancréatico-splénique. Donc voilà pour l'anatomie générale du pancréas. Et maintenant, au niveau de sa structure interne, au niveau de la structure du parenchyme. Donc, comme je disais, c'est une glande qui est à la fois exocrine et endocrine. Donc, pour sa partie exocrine, les unités sécrétoires, donc les cellules, elles sont regroupées en fait en un amas qu'on appelle acini. Les acini, c'est les unités sécrétoires. Là, elles ne sont pas représentées sur le schéma. En gros, il y en a des millions, plein, plein, plein de petits acini qui forment ensuite un canal. Et ce canal, ensuite, au fur et à mesure qu'ils se regroupent, vont former le canal pancréatique principal. Donc, ces unités sécrétoires, ce qu'on appelle les acini, vont sécréter du liquide alcalin, donc du liquide basique, qui va venir tamponner le chyle, le chyme, pardon, de l'estomac, les sucs de l'estomac, qui sont eux acides, donc liquide alcalin qui est riche en enzymes digestifs, dont un enzyme protéolytique. Mais il n'y a pas que des enzymes protéolytiques. Vous avez également des enzymes qui vont permettre de digérer les lipides aussi. Donc ça, c'est pour le tissu glandulaire exocrine. Il ne me semble pas que dans le cours, il vous donne l'information, mais c'est à peu près 95% du parenchyme pancréatique, du tissu pancréatique. 95%, c'est ça, les acinis. Et ensuite, vous avez un très petit pourcentage qui représente le tissu glandulaire endocrine, donc les îlots pancréatiques de Langerhans, qui, eux, ont pour rôle de sécréter les hormones qui sont l'insuline, le glucagon et la somatostatine. Donc, vous connaissez tous l'insuline qui permet de diminuer le taux de sucre du sang, le glucagon qui fait l'effet inverse de l'insuline, qui va venir ramener, euh, qui va ordonner, entre guillemets, entre autres au foie, mais aux autres cellules également, de sortir le sucre
à l'intérieur de ces cellules et le mettre dans le sang, puisque vous avez un défaut vous avez un manque de sucre dans le sang, et ben c'est le glucagon qui va donner l'ordre, entre guillemets, par le pancréas, produit par le pancréas. Et la somatostatine qui a un rôle dans la physiologie digestive, dans la physiologie de la digestion. Donc voilà, endocrine, ça c'est le tissu glandulaire endocrine, les hormones qui passent directement dans la circulation sanguine. À l'inverse, l'exocrine, vous avez les acinis qui, eux, sécrètent le liquide par un canal. Donc au niveau des conduits pancréatiques, vous en avez deux, un principal et un accessoire encore. Au niveau du principal, celui qu'on appelle le Oversung, il parcourt toute la glande est parcourue, donc de la queue à la tête, et il se termine dans la partie descendante du duodénum, donc au niveau de D2, comme on disait tout à l'heure, avec le canal cholédoque qui forme l'ampoule de Vater, et ils vont venir s'ouvrir dans l'intestin par la papille duodénale majeure. Papille duodénale majeure. Ensuite, vous avez le conduit pancréatique accessoire de Santorini, conduit pancréatique accessoire de Santorini, qui lui, on le voit ici en bleu, en tout petit, là, qui va venir s'ouvrir au niveau de D2 un peu plus haut que le canal principal, que la voie biliaire principale. Un peu plus haut, et il va s'ouvrir par la papille duodénale mineure. Donc voilà pour la structure interne du parenchyme et des canaux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le fait que vous avez un conduit pancréatique principal et un conduit pancréatique accessoire. Et évidemment, vous avez une partie exocrine et une partie endocrine. Hum, Et il me semble que c'est la dernière diapo. Donc c'est une diapo avec des schémas, deux schémas. Vous avez un premier schéma à gauche qui est une axiale de l'abdomen, de la cavité abdominale. Donc comme ça, je dirais que c'est au niveau de L1, de la première vertèbre lombaire. Donc on peut voir, là pour vous donner une idée encore une fois, là ce qu'on voit c'est une vision du dessous. En gros on voit comme si c'était au-dessus de notre tête, comme si on devait lever la tête pour voir. Donc ici vous avez le dos, ici vous avez le ventre. Donc là, vu qu'on est en bas, entre guillemets, nous on regarde d'en bas. On regarde d'en bas vers le haut. Vous avez le foie qui est à droite, donc de ce côté on est à droite, et de ce côté on est à gauche. Donc pour vous repérer plus facilement, vous savez que le foie est à droite et que la rate est à gauche. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, ici, on voit le foie. La structure qu'on voit qui entoure le foie, c'est tout simplement le péritoine. Vous avez le péritoine pariétal qui est ici, qui se met très lourd, et le péritoine viscéral qui est là. Bon, là, on voit bien les deux, les deux parties du péritoine. Donc le péritoine viscéral qui, lui, va venir s'interposer à l'intérieur des organes. Et lui, le péritoine pariétal qui va continuer son petit bout de chemin, qui va venir, pardon, entourer tous les organes sauf les reins. Les reins ne sont pas dans la cavité péritonéale. Les reins sont dans la cavité rétropéritonéale. Et là, on le voit bien. On voit bien qu'ils sont derrière. Le péritoine s'arrête là. S'arrête là. Il va jusqu'au pancréas. Le pancréas est à l'intérieur du péritoine. Le pancréas est dans la cavité péritonéale. Et on voit que juste derrière, il y a une petite ouverture. Un petit passage. Les deux gros vaisseaux qu'on voit ici, de part et d'autre, c'est à gauche l'aorte. L'aorte est à gauche. Et la veine cave inférieure est à droite. Là, ici, ce qu'on voit, c'est le rein droit. Ici, on voit le rein gauche. Les deux reins sont différents, tout simplement parce que le rein gauche commence plus haut que le rein droit. Parce que le rein droit a forcément la contrainte du foie. Le foie qui prend énormément de place, ça fait que le rein droit est plus bas que le rein gauche. C'est pour ça qu'on voit une différente forme. Tout simplement parce qu'on n'est pas au même niveau. On n'est pas au niveau du rein. Là, ce que vous voyez ici, c'est ce truc long là, c'est le pancréas. Donc le pancréas, bon, je pense pas je sais pas si on voit la, peut-être ça c'est la queue, je suis pas sûr. En tout cas, on voit le corps et la tête et le corps. Ici, ce qu'on voit, c'est l'estomac avec le duodénum, donc le D1, le premier duodénum, on voit ici, la rate qui est là. Et là, les deux vaisseaux qu'on voit ici, c'est l'artère mésentérique supérieure et la veine mésentérique supérieure, qui sont à ce niveau, qui passent d'abord en arrière du pancréas et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, ils vont venir passer en avant par là.
En avant pour l'artère mésentérique supérieure et en arrière pour l'artère mésentérique, pour la veine mésentérique supérieure. Donc voilà pour ce schéma, c'est un schéma qui est tombé aussi assez souvent à l'époque. Maintenant, voilà, il peut potentiellement tomber, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est intéressant de l'apprendre pour bien avoir en tête l'anatomie de la cavité abdominale. Voilà, retenez bien, ça aussi c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, comment regarder en fait cette coupe, comment regarder cette coupe, comment comprendre cette coupe, mais voilà, à la droite et à votre gauche, et à la gauche et à votre droite. Et essayez de vous repérer en repérant le foie ou la rate, si vous pouvez, selon où vous êtes avec la coupe, cette coupe axiale. Pour l'autre schéma, c'est un schéma qui résume un peu tout. On retrouve les différentes glandes et un peu tout l'appareil digestif. Vous avez, je ne vais pas tout faire, mais vous avez le foie ici, vous avez l'estomac, ici le duodénum avec l'iléum, le jéjunum, l'iléum et le jéjunum qui sont bien évidemment raccourcis, ils ne sont pas aussi courts en vrai. Le côlon, le gros intestin avec le sacum, ici on a l'appendice, colon ascendant, une partie du côlon transverse qui est coupée, côlon transverse, côlon descendant, côlon iliopelvien, et ensuite le rectum et le canal anal. Là, ici, vous avez la rate. On ne voit pas le pancréas, mais il est derrière l'estomac. Et au niveau des vaisseaux, donc ce qu'on voit en noir ici, c'est la veine mésentérique supérieure. Veine mésentérique supérieure. Là, ensuite ici, c'est la veine mésentérique inférieure. Là, ce que vous voyez en pointillé, c'est la veine splénique, la veine de la rate, qui vient former avec la veine mésentérique inférieure, comme je vous disais tout à l'heure, le tronc splénomésaraïque, qui vient ensuite former le tronc porte. On porte, et là, on voit bien ce qui se passe avec le foie. Une fois que vous avez eu les divisions veineuses issues du tronc porte qui sont faites, il faut bien que le sang reparte dans l'organisme. Donc là, on a encore la formation de veines, et là, on a la formation des veines sus-hépatiques qui sont là. Et voilà, qui vont directement s'aboucher dans la veine cave, la veine cave inférieure. Là, ici, ce qu'on voit, c'est la veine cave supérieure. Donc là, en gros, le cœur est à ce niveau. Le cœur est à ce niveau. Parce que le diaphragme est juste là. Le cœur est posé sur le diaphragme. Donc voilà tout pour le schéma. Là, spontanément, il y a rien qui me vient. On a fait à peu près le tour du schéma. C'est un schéma aussi qui est présent dans le cours. Donc intéressant à connaître. Vous avez une petite vue d'ensemble, notamment de la vascularisation. Donc c'est pas mal aussi de l'avoir en tête. Pas forcément avoir toutes les légendes en tête, mais avoir les principales, les vaisseaux et les organes principaux. Voilà. Du coup, c'est fini. Si vous avez la moindre question là maintenant, n'hésitez surtout pas à me la poser. Voilà. Sinon, après, de toute façon, normalement, Dan vous a donné ou va vous donner mon numéro de téléphone si après, plus tard, vous avez une question par rapport à ça. Mais là, du coup, voilà, c'est fini. Merci à tous pour votre attention. Au revoir, merci.